Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des médias et plus généralement des outils que vous devez utiliser pour vous informer. Alors justement pour aborder cette thématique, j'ai choisi de partir d'un exemple. Cet exemple, vous le voyez ici, c'est une interview qui a été donnée par le président du MEDEF, qui s'appelle Geoffroy Roux de Bézieux, sur la chaîne BFM TV. Et donc pendant cette interview, il a indiqué la chose suivante, il a indiqué que selon lui, l'inflation est essentiellement la conséquence de la guerre en Ukraine. Alors soyons clairs, toutes les personnes qui s'intéressent à l'économie savent que cette déclaration est tout à fait inexacte. La guerre en Ukraine n'est pas la cause principale de l'inflation qu'on subit aujourd'hui. L'inflation, c'est un phénomène monétaire. Ce que disait Milton Friedman, qui est l'économiste, un des économistes qui a le mieux étudié ces phénomènes d'inflation, c'est que l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. Alors ça se comprend assez bien parce que donc globalement dans une économie, vous avez une quantité de monnaie et en face de cette quantité de monnaie, vous avez une quantité de biens et de services. Et donc simplement ce qui se passe, c'est que quand la quantité de monnaie augmente plus vite que la quantité de biens et de services qu'il y a en face, au final, le prix de ces biens et ces services augmente. Donc c'est juste ça l'inflation. Et c'est la cause principale. Attention, je ne dis pas que la guerre en Ukraine n'a pas eu d'impact sur l'inflation. Il y a bien eu un impact, très clairement, notamment sur le coût de l'énergie, mais c'est un impact qui est transitoire. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Peu à peu, le système économique s'adapte à cette nouvelle donne. Et par exemple, si on regarde le cas des énergies fossiles, par exemple, effectivement, les Russes ont vu qu'ils n'arrivaient plus à vendre cette énergie aux Européens. Et donc, ils ont commencé à chercher de nouveaux partenaires à qui vendre cette énergie. Et maintenant, ils en ont trouvé de nouveaux, hein. Donc, les ventes d'énergie fossile de la Russie vers la Chine et vers l'Inde notamment ont commencé à beaucoup augmenter. Il y a des contrats à long terme qui ont été signés avec ces pays-là. Et donc, et d'ailleurs, en plus, l'Inde revend maintenant ses énergies à l'Europe. Donc, peu à peu, le système économique s'adapte et absorbe ce choc. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la raison principale, c'est un choc ponctuel, mais l'élément principal reste la politique monétaire des banques centrales qui va avoir un impact sur la quantité de monnaie dans l'économie. Pour bien vous expliquer, je vais essayer de vous décrire ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Donc globalement, au cours des 10 dernières années, vous le voyez ici sur ce graphique, c'est l'évolution des taux directeurs de la BCE. Eh bien, ce qui a été décidé, c'est d'envoyer les taux à zéro, globalement. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ça a commencé autour de l'année 2012. C'était déjà, ils n'étaient pas très hauts, hein. On peut dire que ça a vraiment commencé dès les années 2008-2009 ici, où il a été décidé d'abaisser fortement les taux d'intérêt et progressivement ils sont arrivés à zéro. Donc cette politique, qui est très, on va dire, assez surprenante hein, quand même de la part d'une banque centrale, d'amener les taux à zéro, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a facilité le développement du crédit par les établissements bancaires, à la fois le crédit aux particuliers, mais aussi le crédit aux sociétés. Et donc, ça a augmenté très fortement la masse monétaire, puisque vous avez une création monétaire à chaque fois qu'une banque crée un prêt, fait un prêt à un particulier ou à une entreprise. Et donc, cette politique a créé peu à peu des bulles qui ont gonflé. Et donc, le phénomène d'inflation a commencé à partir de là. Le point principal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne s'est pas tout de suite matérialisé dans l'augmentation des prix de consommation courante que vous achetez tous les jours. En fait, très concrètement, au début, ça s'est surtout matérialisé par une augmentation des prix de l'immobilier. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a observé en France, par exemple. Les particuliers pouvaient s'endetter de plus en plus facilement avec des taux d'intérêt qui étaient assez bas. Donc ça a contribué très fortement à la hausse des prix, donc ça a créé une bulle immobilière. Ensuite, peu à peu, quand tout l'argent était utilisé pour acheter ces biens immobiliers, on a commencé à avoir également une bulle sur les actifs financiers, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse à la fois des compartiments actions et aussi des obligations sur le marché.
Donc ça, c'est un phénomène qui a commencé ici, hein, dans les années 2000, enfin après les années 2012, qui a continué. Il y a eu un point d'arrêt, bien sûr, au moment du Covid, mais ce que vous avez pu voir, c'est que tout de suite, les marchés sont repartis à la hausse très vite après la mise en place de plans d'aide très importants par les États. Donc là, il y a eu un phénomène complémentaire, c'est que la création monétaire n'est plus venue seulement des banques commerciales, mais également directement des banques centrales qui ont eh bien, commencé à imprimer de la monnaie, c'est-à-dire à acheter de façon directe ou indirecte des dettes d'État, c'est-à-dire financer le déficit des États. Donc ça contribue également eh bien, à l'augmentation de la masse monétaire. Et donc, les montants ont été tels à ce moment-là, pendant le Covid, que effectivement, eh bien, finalement, quelques mois plus tard, quelques trimestres plus tard, à peu près on l'a vu en début 2022, on a vu commencer à augmenter les prix des produits de consommation courante. Alors pourquoi est-ce que le président du MEDEF, dans cette interview, eh bien, n'explique pas ça très clairement et essaie de faire eh bien, peser l'inflation sur le dos de la guerre en Ukraine? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de l'incompétence dans le domaine économique ou alors parce qu'il souhaite à tout prix défendre les politiques des banques centrales. Je ne sais pas. Toujours est-il que ce que je sais, c'est que du point de vue des entreprises, il est toujours compliqué de gérer les périodes d'inflation. Quand vous êtes une entreprise, si vous avez de l'inflation qui arrive, vous avez l'inflation de vos coûts, et donc qui risque de faire baisser vos marges. Donc ça c'est gênant. Vous cherchez ensuite eh bien, à transférer cette augmentation sur, eh bien, sur les prix des produits et des services que vous vendez. Mais là, eh bien, forcément, vous avez vos clients qui ne sont pas très contents, donc c'est compliqué à gérer parce que vous ne pouvez pas trop augmenter, sinon vous risquez de perdre des clients. Donc c'est vraiment pas du tout idéal. Pour une entreprise, l'idéal, c'est quand même d'avoir pas ou peu d'inflation, on va dire. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et donc, à mon avis, l'intérêt des entreprises serait que eh bien, le président du MEDEF dise les choses clairement et essaie de combattre ce type de politiques qui sont menées par les banques centrales. Ce n'est pas ce qu'il fait ici, et donc bah, il ne défend pas vraiment, à mon avis, l'intérêt des entreprises qu'il est censé représenter. Pour revenir à l'interview en question sur BFM TV, donc c'est vrai que c'est très surprenant d'entendre ce genre de choses sur une chaîne assez connue quand même, hein, donc c'est un média mainstream, hein. Et en plus pendant l'interview, donc on a une journaliste en face, c'est Apolline de Malherbe, bah, qui ne réagit absolument pas hein, quand il fait cette affirmation, alors que c'est quand même un sujet important dont il est question depuis plus d'un an sur lequel bah, elle aurait pu au moins rebondir, réagir, essayer de donner un contre-argument pour essayer voilà, de un peu contredire l'intervenant, mais pas du tout, elle a absolument pas réagi. Voilà, donc ça veut dire que globalement, eh bien, ce type de média mainstream est, à mon avis, totalement inutile aujourd'hui hein, pour s'informer et apprendre des choses. C'est pas avec ce type de médias que vous allez apprendre quoi que ce soit. En toute transparence, moi, comme beaucoup de personnes, il y a quelques années, je m'informais principalement hein, en écoutant ce type de médias, des médias mainstream. Et c'est vrai que peu à peu, j'ai commencé à regarder d'autres sources d'informations et je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait trouver beaucoup mieux ailleurs. Voire, je me suis aussi rendu compte que souvent, eh bien, ce qui était diffusé comme information sur ces médias mainstream était de faible qualité, voire dans certains cas, comme ici, totalement faux. Et donc aujourd'hui, la question, c'est comment s'informer et comment essayer de trouver des informations de qualité. C'est vrai que c'est plus difficile. À mon avis, les meilleurs outils aujourd'hui bah, sont des réseaux sociaux. Ça peut être comme Twitter ou YouTube. Mais vous devez faire un effort de sélectionner en fait les chaînes sur YouTube ou les comptes Twitter de personnes qui vous paraissent vraiment sérieuses.
Et donc ça nécessite de la part de la personne qui veut apprendre des choses et s'informer, ça nécessite de passer du temps à regarder ce que publient les personnes, à vérifier soi-même aussi les informations, et peu à peu, comme ça, eh bien, se développer un réseau. Alors moi, dans mon cas, c'est principalement Twitter et YouTube, mais il y a peut-être d'autres réseaux sociaux aussi. Et comme ça, je me constitue voilà, un réseau de personnes pour lesquelles je me dis, oui, effectivement, ils sont sérieux, ils font du bon travail, et je peux avoir une relative confiance en eux. Et dans tous les cas, régulièrement, je fais moi-même des vérifications en allant faire des recherches, si jamais j'ai des doutes, bien sûr. À mon avis, un des critères de sélection très importants, c'est l'indépendance de la personne que vous écoutez. Il ne faut pas qu'elle dépende d'une autre entité, par exemple qu'elle reçoive des subventions d'un État. Donc ça, il faut vraiment éviter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias mainstream, en France notamment, qui reçoivent des subventions des États. Par ailleurs, il existe aussi d'autres sources, hein, des nouveaux médias un peu alternatifs qui sont eh bien, financés uniquement par l'abonnement qui est payé par les gens qui lisent effectivement ces médias. Donc ça peut être aussi intéressant. Pour conclure, à mon avis, la meilleure combinaison, c'est à la fois d'un côté des informations qui vont être gratuites, qui vont sans doute rester gratuites, à la fois par exemple sur Twitter ou sur YouTube, à partir de comptes que vous allez sélectionner, et d'un autre côté, des informations qui, elles, vont être payantes, parce qu'elles ont peut-être plus de valeur. Et donc là aussi, il faudra faire un travail pour les sélectionner. Il y en a par exemple sur des médias alternatifs qui vous proposent des abonnements. Vous en avez par exemple sur des blogs comme Substack. J'ai d'ailleurs créé une page Patrimoine en action sur Substack à laquelle vous pouvez vous abonner. Je vais vous mettre le lien. Et vous avez aussi d'autres systèmes bien payants qui commencent à être mis en place. Par exemple, même sur Twitter, il y a un système que vous voyez ici qui s'appelle un système de souscription à certains comptes qui permet eh bien, aux abonnés d'avoir accès à des informations complémentaires s'ils payent un certain montant tous les mois. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, la combinaison idéale, c'est celle-là, à la fois des sources gratuites et à la fois quelques sources payantes qui vont vous apporter un contenu encore plus qualitatif. En tout cas, ce que je vous garantis, c'est que moi, personnellement, je suis 100% indépendant. Je ne reçois de subventions de personne. Et voilà, j'essaie toujours de faire mon possible pour vous produire du contenu de grande qualité. Donc, j'espère que vous appréciez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement.